OK. Donc, comme je disais d'entrée, en fait, c'est un workshop qui se veut beaucoup interactif. C'est en cela qu'on pourra tirer grand profit, en fait. Je suppose que chacun a peut-être, dans ses recherches ou même dans des expériences passées, peut-être à des questions ou avait des questions qui peut-être, voilà, étaient un peu poignantes et bon, on s'est dit, ben, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cette méthode, pourquoi l'autre, pourquoi pas l'autre méthode? Je pense que, voilà, c'est ça. Il va donner l'occasion vers la fin pour ces genres de questions également. C'est-à-dire même pour vos propres recherches. Si vous avez des questions, voilà, OK, des questions, peut-être quelle méthode statistique utiliser, etc. Je vais aussi parler de ça. Donc, il y a Edwige également un commentaire qui vient de dire que c'est un ensemble d'outils et de méthodes mathématiques permettant à répondre une question ou un élucider ou élucider un fait. Voilà. Donc, voilà, merci pour ces éléments de réponse. Voilà, donc ici, voilà, déjà le but, en fait, c'est de donner des indices, des astuces, voilà, comment être bon en statistique, même si on n'est pas statisticien. Parce que je suppose que ici, par exemple, on a peut-être des personnes de de différents domaines. Voilà, d'autres sont peut-être en biologie, en agriculture, etc. Voilà, mais comment est-ce qu'on peut arriver à tirer profit, en fait, des outils, comme vous l'avez, le thème dont vous avez utilisé, les outils, mais les méthodes, ces méthodes-là, afin de répondre à une question. Donc, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, en fait. Voilà, donc, un petit outline de ce qu'on va voir. C'est d'abord, d'abord, ce workshop sera beaucoup, il y aura moins de slides, mais ce sera beaucoup d'explications. C'est-à-dire, je vais d'abord aborder le premier point, c'est pourquoi est-ce que les classes de statistiques qu'on prend, par exemple, ne sont pas assez, en fait, pour apprendre l'analyse statistique, en fait. Pourquoi c'est pas assez? Et dans un deuxième point, c'est-à-dire quelles sont les compétences dont on a besoin pour aller à un nouveau niveau, en fait, dans la compréhension des statistiques. Et ensuite, des éléments clés, en fait, pour devenir, pour avoir plus d'expérience et une grande confiance quand il s'agit des analyses de données, en fait. Donc, on va parler de tout ça en 2 heures. Voilà. OK, donc, pour commencer, voilà, donc, selon vos propres expériences, la question que je vais poser, en fait, c'est dans vos facultés présentes, dans votre filière présente, c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes arrivé là où vous êtes? C'est-à-dire comment est-ce que ça a commencé? C'est une question de réflexion. Et bon, ça sera un peu beaucoup pour écrire, mais si quelqu'un veut, voilà, désactiver son micro puis donner un peu son expérience, c'est-à-dire, peu importe votre filière, votre domaine, si c'est la biologie par exemple, c'est comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui en fait. Comment est-ce que vous avez commencé? C'est une question de réflexion en fait. Comment vous avez commencé en fait pour être là où vous êtes? Si deux personnes environ veulent donner leurs expériences. La parole est donnée à qui veut parler un peu de son expérience, c'est-à-dire comment est-ce que vous arrivez là où vous êtes. Euh, Seulement dans le domaine du traitement de données ou dans l'ensemble? Non, dans l'ensemble, de vos propres filières, en fait. Voilà, là où vous êtes, le niveau d'expertise que vous avez acquis jusque-là, c'est-à-dire comment vous êtes arrivé à ce niveau présent, en fait, c'est-à-dire pour réfléchissant sur votre début, en fait, c'est-à-dire peut-être en première année et tout, comment vous êtes arrivé jusque-là, en fait, voilà, c'est pas forcément un traitement de données, mais dans votre propre domaine. Euh, je dirais que ça n'a pas été facile dans le cas. Mhm. Tout a commencé par, tout a commencé par la lecture. Mhm. Parce qu'un peu de choses fallait lire pour comprendre un certain nombre de démarches Mhm. et puis aussi les appliquer dans le domaine dans lequel on se trouvait. Donc, c'est en lisant et en lisant, en parcourant des dizaines de documents que, que moi, personnellement, j'ai commencé à comprendre comment est-ce qu'on pouvait appliquer certaines méthodes
et puis sortir les tout premiers résultats. Donc, après les tout premiers résultats, il fallait les faire analyser par des experts qui, par la suite, donnaient leurs remarques, faisaient leurs remarques et donnaient les critiques. Et en fonction des critiques et remarques qu'ils apportaient aux résultats, j'essayais de les améliorer. Et à chaque fois, j'essayais d'actualiser ce que j'avais comme connaissance et comme méthodologie surtout. C'est-à-dire essayer de voir si ce que je pense là est d'actualité ou c'est quelque chose de passé. Donc, à chaque fois, je lis un nouveau document, puis je compare les différentes méthodologies pour voir qu'est-ce qui est beaucoup plus adapté à ma zone, ainsi de suite. Et c'est comme ça que, bon, aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis totalement, même pas totalement, c'est impossible, même pas à moitié même. Mais le peu, voilà, le peu que je peux utiliser dans mon domaine, je peux l'utiliser sans grande difficulté. Aussi, j'allais dire quelque chose. C'est aussi par le fait de participer à des webinaires très souvent organisés dans le domaine. Quand je vois ça sur des plateformes, je m'inscris tout de suite et puis j'assiste. Ça m'a permis aussi de maîtriser pas mal de choses. Donc, c'est un peu comme ça, en tout cas. Ok, vraiment, merci pour le partage de ton expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont applicables à ce que je vais dire tout à l'heure. Voilà, l'un des points que tu as mentionné, c'était actualiser les connaissances, en fait. Actualiser les connaissances et trouver des moyens de les appliquer, en fait, tout de suite. Et c'est ainsi que tu as pu, voilà, arriver au niveau d'expertise que tu as présentement. Donc, quelqu'un d'autre veut parler un peu de son expérience dans sa propre filière, c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? Quels sont quel est le chemin, en fait? Si on voit comme une piste, en fait, ouais, quel est le chemin, les chemins par lesquels vous êtes passé, en fait, pour arriver au niveau de connaissance, de maîtrise, voilà, d'expertise que vous avez présentement dans votre domaine? On veut un autre avis avant qu'on continue rapidement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, moi, c'est Kwadio Oufoué. Je voulais partager un peu, comment on appelle ça, mon expérience. Mhm, Je suis présentement, bon, disons que de formation, je suis généticien, mais présentement, je me retrouve soit en entomologie, en quelque sorte, en défense des cultures. Mais pour acquérir le niveau d'expérience que j'ai aujourd'hui, il a fallu que je pose beaucoup de questions aux experts dans le domaine et aussi le fait aussi de vouloir servir les autres, aider les autres, m'a amené à acquérir une certaine expérience. Maintenant, ce qui concerne, comment on appelle ça, le cadre présent, c'est-à-dire au niveau des analyses de données, il faut dire que tout est parti d'une frustration, voilà, je dirais ainsi, d'une frustration, je me rappelle bien en licence, parce que j'étais allé sur le terrain après avoir fini de collecter mes données sur nos laboratoires. J'ai demandé à certains dévanciers de m'aider pour les analyses de données et ils m'ont fait savoir qu'il fallait que je fasse, comment on appelle ça, je nettoie le laboratoire avant qu'ils ne puissent m'aider. Donc, moi, ça m'a frustré, ça m'a amené à m'auto-former. En même temps que je cherchais à me former, les personnes autour de moi qui avaient besoin d'aide, je faisais tant bien que mal avec le peu que je connaissais. J'essayais de les aider. Ça m'a amené à pousser, à être encore plus curieux et à continuer mes recherches et à vraiment, je ne dirais pas que j'ai un niveau high aujourd'hui, mais je dirais avoir une base aujourd'hui pour vraiment être non seulement dépendant, mais aussi pouvoir aider aussi les gens autour de moi. Donc, c'est un peu, je dirais que c'est plus en aidant les autres que j'ai beaucoup plus appris. OK, et merci également pour ton expérience. Il y a vraiment beaucoup de points, c'est-à-dire, on a parlé de consulter des experts, pratiquer en aidant les autres. Le point qui ressort, c'est la pratique, pratique, pratique. Et voilà, donc, je pense que ce sont des points vraiment que je vais toucher également pour comment devenir bon en statistique sans forcément être statisticien. Parce que généralement, avec la thèse et tout, on devient en grippe expert dans un domaine en fait. Et souvent, d'autres domaines peuvent nous échapper en fait. Et on n'a pas, généralement, on a un doctorat peut-être dans une filière, on n'a pas forcément
dans d'autres filières. Mais comment utiliser certains outils, en fait, dans d'autres filières, par exemple, dont on a besoin pour augmenter, en fait, notre niveau d'expertise dans notre propre filière, en fait. Les statistiques, je pense que vous avez dit, c'est un ensemble d'outils, en fait, voilà. Ce sont un ensemble d'outils. Et les statistiques n'ont pas, je dirais, si on veut, on peut voir, genre, je vais utiliser l'analogie humaine, en fait. Les statistiques, c'est l'enfant de tout le monde, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sont des outils. C'est vrai qu'il y a une filière des statistiques là, mais en général, c'est un outil. Un médecin, celui qui est en médecine peut utiliser, en fait. Celui qui est, je sais pas, en agriculture peut utiliser également. Voilà, c'est un outil et c'est-à-dire le mieux un chercheur dans d'autres domaines sait l'utiliser, en fait, le plus ce chercheur-là va vraiment avancer dans son propre domaine, en fait, parce que, voilà, sans, on a des idées, on a des théories, par exemple, qu'on veut tester, en fait, n'est-ce pas? Et si on connaît les outils adéquats, on pourra les tester et on pourra venir avec des découvertes et qui vont permettre d'avancer notre propre domaine, en fait. Donc, c'est de ça qu'on veut vraiment parler aujourd'hui. Et donc, je pense que il y a une chose en général, c'est difficile en fait d'avoir une croissance, n'est-ce pas? Peu importe la filière, c'est difficile d'avoir une croissance. Il y a appliqué sur statistiques, mais en général, c'est difficile d'avoir une croissance en fait si on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en fait, n'est-ce pas? Si on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est difficile. C'est-à-dire comment est-ce que si je ne sais pas que je suis pas bon peut-être dans tel domaine spécifique, comment est-ce que je vais m'améliorer en fait, n'est-ce pas? Si c'est que j'ai des lacunes ou je ne suis pas encore bon, je n'ai pas trop de connaissances dans un domaine et je sais comment vraiment, comment focaliser en fait ma formation afin de développer plus de compétences dans ce domaine en fait. Donc, la première chose, c'est de savoir, c'est-à-dire, on peut pas grandir dans nos compétences en statistique, par exemple, si on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Par exemple, on peut se poser la question, c'est-à-dire en termes d'analyse statistique en général, qu'est-ce que je ne sais pas? Cela va commencer par qu'est-ce que je sais déjà? C'est-à-dire, si on veut parler des méthodes statistiques, quelles sont les méthodes dont, quand je dis je sais, mais je veux, quelles sont les méthodes dont on a entendu parler déjà, en fait? C'est-à-dire, même si on ne maîtrise pas, mais quelles sont les méthodes qu'on a entendues, en fait, le nom? Donc, je vais donner la possibilité à chacun. C'est quelles sont les méthodes statistiques, par exemple, que chacun connaît, en fait. Il n'y a pas de maîtrise, mais déjà en termes de, de connaissances, c'est-à-dire de savoir. Voilà, c'est comme quelles sont les méthodes. Si chacun, que chacun soit libre de citer certaines méthodes ou écrit en commentaire, voilà les méthodes dont on a peut-être entendu parler, même si on ne sait pas on ne sait pas comment ça marche, mais qu'on a entendu parler quand même. Anova en commentaire, yeah. Vous pouvez, Euh, yeah. Mhm, la méthode de régression, régression linéaire simple, régression mhm, linéaire multiple. mhm. OK, yeah. Il y a Audrey en commentaire qui a mis régression logistique également. Et certains ici ont déjà entendu, il y avait t-test et les méthodes de régression structurelle, méthodes multiples variées. OK. Ah ouais, donc on retient que voilà, déjà, on peut pas apprendre si on ne sait pas ce qu'on ne sait pas déjà. Donc, le fait qu'on sait peut-être que je connais certaines méthodes, en fait, voici les méthodes que je connais. Donc, on sait que bon, si au-delà de ces méthodes, je ne sais pas d'autres méthodes, en fait. Donc, c'est déjà un premier pas. On s'est dit, bon, c'est-à-dire, je pense que je vais arriver, mais avec les méthodes que j'ai, par exemple, qu'est-ce que je peux faire avec les méthodes que je connais, en fait, et quelles sont peut-être des choses que je veux faire que je ne peux pas faire avec les méthodes que j'ai, en fait. Et c'est le début, en fait. Et après ça, on va passer on s'est dit, bon, quelles sont d'autres méthodes qui sont disponibles, en fait, que je peux mettre dans mon sac, en fait, dans, dans mon panier, dans mon basket, qui peut m'être utile, en fait, pour avancer dans mon domaine. Donc,
c'est déjà un point important à retenir. Donc, le but, en fait, l'un des buts de ce workshop, c'est de présenter un framework, c'est-à-dire un framework, je sais pas comment dire en français, mais un framework pour approcher, c'est-à-dire une approche, voilà, en quelque sorte, pour comment grandir, en fait, dans nos compétences statistiques. Et c'est-à-dire présenter également, comme elle dit là, une approche, en fait, comment gagner dans nos compétences statistiques, afin de, dans un premier temps, gagner en temps. Voilà, parce que si on a un framework vraiment qui est bien établi, en fait, ça nous permet de gagner en temps. En fait, c'est-à-dire, je veux faire je veux répondre à telle question. Voici où trouver vraiment voici des options d'analyse qui sont à ma disposition, en fait, pour répondre à telle question, etc. Donc, ça nous donne également, cela nous donnera, si on a une approche vraiment claire, cela nous donne aussi une direction, en fait, c'est-à-dire où focaliser nos efforts, en fait, qui est très important et tout. Et ça, cela augmente également notre confiance et notre efficacité, en fait, et tout. Donc, c'est vraiment important. Donc, il y a, je viens de voir une autre liste en commentaire, MCO, va structurel, va bayésien, etc. Voilà, les modèles à seuil à transition brutale, modèles à seuil à transition lisse. OK, merci pour ces différents partages. Donc, où commencer? Où commencer? Donc, on dit si on veut vraiment on veut connaître des méthodes statisticiennes, devenir statisticien, où commencer? Je pense qu'on va prendre un exemple pratique. Voilà, donc, c'est vrai qu'on peut voir les statistiques en général comme une boîte noire, où peut-être on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. On peut avoir tendance de considérer cela ainsi. Mais comme toute autre chose, like un sport, par exemple, il existe plusieurs étapes, en fait, pour acquérir des compétences. Par exemple, si on veut prendre le foot, par exemple, c'est-à-dire, on se répète matin, puis on dit même Messi, en fait, n'est-ce pas? I mean, on peut être assez talentueux, c'est clair, mais je pense que même quand on est Messi, il y a des étapes, en fait. Il y a des étapes pour acquérir, en fait, des compétences. Et en statistique également, il y a des étapes. Donc, ce sont des étapes-là qu'on veut identifier aujourd'hui, par exemple. C'est quelles sont les étapes, en fait. C'est ça qu'on veut identifier. Et si on prend, par exemple, le foot, ce sera utile vraiment de savoir où se situent les compétences du foot, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on veut savoir également, peut-être, c'est quoi le rôle du défenseur, n'est-ce pas? C'est quoi le rôle de l'attaquant exactement? Ça commence par déjà une vue globale, une vue globale vraiment du jeu, en fait, n'est-ce pas? Quel est le but du jeu? Ça commence, quel est le but? Parce que si on ne sait pas le but vraiment du jeu, on ne pourra pas, voilà, c'est-à-dire, on peut se marquer soi-même, en fait. Est-ce que ça compte pour nous? Est-ce que ça compte pour l'adversaire? Donc, connaître vraiment les fondamentaux, en fait, du jeu, qui est très important. Et, et voilà pourquoi c'est important vraiment de commencer par ce que j'appelle les quatre étapes. Et les quatre étapes, pour moi, sont les mêmes. C'est la première étape, ce sont les fondamentaux. La deuxième étape, les fondamentaux, etc. Donc, je pense que c'est très important de commencer sur les fondamentaux, en fait. Et quelle est l'idée fondamentale des statistiques? C'est-à-dire, on doit déjà se poser la question, quelle est l'idée fondamentale des statistiques? Parce que si sans l'idée fondamentale, par exemple, c'est-à-dire, c'est comme on est dans une forêt, par exemple. Il y a de chemins, beaucoup de chemins, en fait. Mais si on ne sait pas déjà, c'est-à-dire, on n'a pas les fondamentaux, en fait. C'est facile de se perdre, en fait. C'est facile de prendre ce chemin ou un autre chemin, en fait. Par exemple, si la seule analyse, par exemple, que je connais, c'est le modèle linéaire de régression. Donc, si je ne connais pas les fondamentaux, en fait, tous les problèmes qui vont se présenter à moi, je vais vouloir résoudre ça avec les régressions, en fait, parce que je n'ai pas les fondamentaux, en fait. N'est-ce pas? Si on ne connaît pas les fondamentaux, par exemple, du match de foot, et tout ce qu'on sait, c'est que quand tu as le ballon, il faut faire passe faut passer à quelqu'un, en fait. Sans connaître les fondamentaux, en fait, on peut passer le ballon à l'adversaire. Et l'adversaire nous marque, en fait, par exemple. Donc, c'est important de commencer par les fondamentaux. Donc, quelle est la fondation des statistiques? En général, c'est-à-dire, on peut faire ici, je parle des statistiques, la statistique inférentielle, c'est ce que la plupart du temps on fait. Mais il y a la statistique descriptive où je vous décris, mais ici, je vais parler quels sont les fondamentaux de la statistique inférentielle, où on veut établir on veut tirer une conclusion. Donc,
on a une grande population, n'est-ce pas? On a une grande population, mais on ne peut pas collecter les données sur toute la population. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a une grande population et on ne peut pas collecter les données sur toute la population. Quelle population? Ça peut être des sujets humains, ça peut être aussi des plantes, des animaux, etc. Ou des objets, etc. On a une grande population, mais on ne peut pas collecter toutes les données, en fait. Donc, on a un échantillon, un sample, on a un échantillon. Mais comment on sélectionne l'échantillon, en fait? Ça dépend de la conclusion qu'on veut tirer, en fait. Par exemple, si je veux voir, le but, c'est d'arriver à une conclusion que, euh, par exemple, en période de pluie, il y a plus d'accidents qu'en saison non pluvieuse, par exemple. Si c'est la conclusion que je veux tirer, en fait. Et donc, c'est-à-dire, il y a le nombre d'accidents dans toute l'année, n'est-ce pas? Et on va prendre un sample, par exemple. On s'est dit, bon, on va voir dans le mois on va comparer le mois de juin au mois de, je sais pas, avril, par exemple. On s'est dit, bon, un mois où il pleut beaucoup et un mois où il pleut pas beaucoup, en fait. Et on peut prendre ces 2 mois-là et puis on va comparer après pour voir quel mois où il y a plus d'accidents et puis en fonction, on pourra conclure, en fait. Mais vu que, c'est-à-dire, on va se poser, mais comment est-ce qu'on veut généraliser nos conclusions? C'est en fonction de comment on veut généraliser nos conclusions. Cela va déterminer, en fait, comment on veut sélectionner l'échantillon. Comment est-ce qu'on veut sélectionner l'échantillon? Par exemple, si on veut comparer en termes de performance, rendement scolaire, on veut comparer la région du Sud contre la région du Nord, en fait. On peut pas mesurer tous les étudiants, n'est-ce pas? On va prendre peut-être, on va déjà prendre un lycée. On va sélectionner un lycée comme l'échantillon au Sud, un lycée contre l'échantillon au Nord. Et au Sud, on prend peut-être un lycée d'excellence, n'est-ce pas? Et au Nord, on prend juste un lycée comme ça. Et on compare, après, on conclut que, bon, au Sud, le rendement scolaire est plus élevé qu'au Nord. Est-ce une telle conclusion sera valide, en fait? Donc, juste ici pour dire que, en fonction de comment est-ce qu'on veut généraliser la conclusion, cela détermine comment est-ce qu'on veut sélectionner notre échantillon. Et si on est toujours dans les fondamentaux, en fait. Et donc, si on se dit, bon, on veut une conclusion qui n'est pas biaisée, en fait, n'est-ce pas? Une conclusion qui est correcte. C'est-à-dire, même si on prend un autre échantillon, on va aboutir à la même conclusion. On va se dire, bon, il faut que l'échantillon soit sélectionné de façon aléatoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y a pas de favoritisme. C'est pas comme si un groupe est plus, on prend un groupe d'une certaine caractéristique où il n'y a pas de biais en quelque sorte. Voilà, donc cela détermine la technique qu'on veut utiliser. Donc, on a une grande population, on ne peut pas utiliser toute la population, on prend un échantillon. Et, et voilà, et quand on prend l'échantillon, en fait, on arrive à, comment on appelle ça, à trouver des paramètres sur cet échantillon, par exemple. C'est-à-dire, si on veut parler de la moyenne d'accidents, par exemple, dans chaque mois, et on prend le mois de juin, on arrive à trouver la moyenne ou le nombre d'accidents dans le mois de juin, par exemple. Donc, on a une valeur, en fait, un paramètre, et qu'on appelle statistique, on a un paramètre, en fait. Donc, en fonction de ce paramètre, on va dire que, bon, vu que dans le mois de juin, cette année, par exemple, le mois de juin 2022, on a eu plus d'accidents que tous les autres mois. Et si cela nous permet de conclure que, en général, dans le mois de mai et dans le mois de juin, il y a plus d'accidents? Ou est-ce que c'est pas juste une anomalie pour cette année seulement, en fait, et que ça va varier l'année prochaine, ça va varier l'année passée, etc. Donc, quand on a l'échantillon, on, on utilise l'échantillon, en fait, on trouve des paramètres qui sont associés à l'échantillon. Et le but maintenant, c'est de tirer des conclusions, en fait, qui vont s'appliquer à la population. Et vu qu'on prend un échantillon, et le but, c'est de tirer des conclusions s'appliquer à la population, c'est important, en fait, que l'échantillon soit représentatif de la population. Parce que si l'échantillon n'est pas représentatif de la population, c'est-à-dire que c'est une conclusion fausse, en fait. Par exemple, si on veut prédire, en fait, qui va remporter peut-être la Coupe du Monde qui commence demain, par exemple. On veut prendre 100 pour de personnes. On va voir l'opinion des gens, hein. On veut voir l'opinion. C'est qui est l'équipe la plus favorite, en fait. On veut voir l'opinion des gens. Donc,
Et on veut prendre l'échantillon. C'est vrai qu'il y a comme apparemment, cette année, le total de la population mondiale sera 8 millions. Apparemment, la semaine passée, c'est des 8 millions. Bon, je ne sais pas vérifier, mais yeah, apparemment. Donc, on peut pas on peut pas vraiment, on peut pas, les 8 milliards, oh, quelqu'un a confirmé 8 milliards, OK. Il y a 8 milliards, pardon, pas 8 millions. S'il y a dit 8 millions, 8 milliards. Donc, on ne peut pas avoir des données sur les 8 milliards de personnes, en fait. N'est-ce pas? Dans les 8 milliards, il y a des personnes qui ne peuvent pas donner leur opinion. Voilà. Si les enfants, par exemple, et tout, etc. Donc, on va donner les opinions. Donc, on va prendre un échantillon. Mais supposons qu'on prenne un échantillon composé euh, de, de, de Brésiliens, par exemple. On prend un échantillon, on va prendre 20 millions de personnes comme un échantillon. Et on prend les 20 millions de personnes qui sont tous des Brésiliens et qui sont des personnes patriotiques. Ils aiment leur pays, par exemple, et ils connaissent leurs joueurs, tout, Neymar, etc. Donc, entre les 20 millions, dans les 20 millions, il y a 15 millions qui pensent que le Brésil va remporter. Et les autres 5 millions, bon, chacun donne, d'autres pensent que c'est le Portugal, etc. Donc, on fait les statistiques et tout. On voit qu'en moyenne, je sais pas combien, il y a 75% des personnes pensent que le Brésil va remporter. Donc, on va se dire, bon, le Brésil, c'est l'équipe favorite, en fait, de la population. Mais est-ce que si on prend notre sample de 20 millions, et ce sample est plus varié, en fait, des personnes d'un peu partout, en fait, est-ce qu'on va trouver les 75%? I mean, probablement non, en fait. Donc, voilà pourquoi c'est important, en fait. C'est-à-dire le type de conclusion qu'on veut tirer, en fait, détermine, en fait, la manière qu'on veut collecter nos échantillons, en fait. Donc, c'est déjà, le but, en fait, c'est de tirer une conclusion, en fait, à propos d'une population. Ça peut être, c'est pas forcément, quand pas population, c'est pas forcément des hommes, ça peut être, on veut voir peut-être, on veut utiliser les insectes ou bien la pollution, peu importe. Mais on veut tirer une conclusion sur la population. Mais on ne peut pas aller voir toutes les terres qui sont polluées. On prend seulement un échantillon, en fait. Donc, c'est l'idée fondamentale qu'elle a, en fait. Et ce qui fait que, yeah, donc c'est l'idée fondamentale qu'elle a. Donc, la statistique inférentielle nous dit, en fait, ce qui va arriver, en fait, ou prédit, en fait, des choses sur une population entière, basé sur ce qui est arrivé dans un échantillon, en fait. Donc, en fonction de l'échantillon, on veut conclure, en fait, et tout. Donc l'échantillon doit être représentatif de la population et doit généralement de façon aléatoire, mais c'est très difficile en pratique, n'est-ce pas? Et tout. Donc, yeah. Donc, la technique analytique va dépendre maintenant du type d'inférence, mais le type de conclusion qu'on veut tirer à la fin, en fait, le type de conclusion. Exactement. Donc, c'est déjà un peu l'idée générale et la fondation des statistiques, en fait. Parce que si on vit dans un monde où il n'y a pas d'incertitude, par exemple, où on sait s'il n'y a pas d'incertitude, en fait, il n'y a pas le besoin des statistiques, en fait, surtout les statistiques inférentielles. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a il y a des commentaires jusqu'à ce point, questions, clarifications. Et dis-moi, j'ai une question. OK. Mhm. C'est concernant les samples, l'échantillonnage. OK. Bon, disons, comment on appelle ça? Quelle est la méthode ou bien quelle est la référence, du moins ça, pour pouvoir fixer notre échantillon d'études? À supposer, par exemple, on veut travailler sur la population mondiale, Mhm. qui est de 8 milliards. Quels sont les critères à prendre en compte pour pouvoir prendre nos échantillons pour mener l'étude qu'on veut effectuer? OK. Yes. So, si on veut une conclusion peut-être dans ce sens-là une conclusion générale, quoi, genre, qu'on peut généraliser à tout le monde, on doit penser maintenant, bon, vu qu'on veut prendre un échantillon, on veut que ce soit représentatif du monde entier, et on sait que les pays n'ont pas le même nombre d'habitants, n'est-ce pas? Il y a des pays tels que le Nigeria qui ont combien de millions, combien de 300, combien de millions, je sais pas. Donc, on s'est dit, bon, si on veut, on peut se dire, bon, on va prendre peut-être 1 million dans chaque pays ou, je sais pas, 500 000 personnes dans chaque pays. Cela ne sera pas représentatif également, n'est-ce pas? Vu qu'il y a des pays, même là, le nombre de population, il y a peut-être, il y a un pays qui a joué la Coupe du Monde récemment, ou je sais plus, qui a 125 000 personnes, je sais plus, dans les pays. Il y a l'un des pays d'Europe et tout. Donc, si on veut prendre 500 000, c'est pas, vu que certains pays même ont tellement de personnes que les 500 000 ne vont pas représenter, c'est pas la même chose en fait dans tous les pays. Donc, on va se dire, bon,
on peut penser en termes de proportion. C'est-à-dire, essayons de voir peut-être un cercle, n'est-ce pas? Si on veut mettre tous les pays dedans, chacun aura sa portion, en fait. Le pays avec le plus grand nombre de population aura la plus grande portion sur le cercle, ou bien une pizza, par exemple. Le pays avec le plus grand nombre de personnes auront la plus grande portion, en fait. Donc, c'est dit, bon, en fonction de ça, on fait une proportion. C'est-à-dire, si un pays a, supposons, 20 millions, un autre pays a 5 millions, ce pays a 5 millions, si on veut prendre, peut-être le pays, ce pays qui a 5 millions va prendre peut-être 500 personnes seulement dans ce pays, de façon aléatoire, et l'autre pays qui a 20 millions va prendre peut-être 1000 personnes, etc. On va donner une proportion en fonction de la taille de la population. Et ça y est, donc, on va commencer, ce sera la première étape. C'est-à-dire savoir combien de personnes prendre dans chaque pays. Et ensuite, comment sélectionner maintenant dans chaque pays? On peut faire ça de façon aléatoire. Voilà, donc, il y a plusieurs différentes techniques. Exactement. Quelqu'un a mentionné la taille de l'échantillon et suivant des lois, je crois également. Donc, ça va dépendre. Il y a plusieurs techniques, en fait. Exactement. Donc, il y a ce qu'on appelle l'échantillon aléatoire stratifié, en fait. C'est ça que j'ai décrit, en fait. Où on veut prendre des personnes dans chaque groupe, en fait. Par exemple, si on veut voir l'opinion, par exemple, des élèves, en fait, sur, je sais pas, la tenue, je parle au primaire, par exemple, la tenue, c'est le kaki, etc. On va voir l'opinion. Et si on prend seulement un échantillon de garçons, peut-être les garçons vont se dire, bon, nous, on ne veut pas porter les kakis, etc. Mais on prend un échantillon seulement de garçons, en fait. Cela n'est pas représentatif, en fait. Donc, on s'est dit, bon, pour s'assurer qu'on a les deux parties, les garçons, les filles, bon, on va diviser, en fait. C'est-à-dire, on va prendre on va prendre un groupe de garçons, un groupe de filles, en fonction de la proportion. C'est-à-dire, on sait qu'on doit prendre peut-être 400 filles, 300 garçons. Ça, c'est le nombre qui est établi, en fait. Maintenant, comment sélectionner les 300 filles, les 400 garçons? On les sélectionne de façon aléatoire. Maintenant, on prend les garçons dans le groupe des garçons de façon aléatoire, et même dans le groupe des filles, en fait. Mais si on voulait prendre les 700 personnes de façon aléatoire dans le groupe des garçons et filles combinés, il peut s'avérer qu'on prenne un groupe de garçons seulement, ou un groupe de filles seulement, ou on prend une grande proportion d'un groupe que de l'autre, en fait. Donc, souvent, pour s'assurer que c'est vraiment représentatif, on passe par on prend des échantillons aléatoires, mais qui sont stratifiés, en fait, pour s'assurer que chaque groupe est sélectionné, en fait. C'est ce qui fait que souvent dans les parlements, aux États-Unis, par exemple, où il y a des représentants de chaque État, en fait. C'est-à-dire, on a besoin de peut-être 50 personnes, 50 sénateurs et tout, mais on s'assure que, bon, en fonction de la taille de l'État, Californie, par exemple, qui est un grand État, ils vont prendre peut-être 4 personnes. Il y a des États tels que Maine, qui sont des petits États, on a besoin d'une seule personne, en fait. On n'a pas besoin de 4 personnes parce qu'il y a un thème de nombre et tout. Donc, pour que chacun soit représenté, chacun soit entendu, en fait. Donc, il y a différentes méthodes. Même dans l'échantillon aléatoire, il y a plusieurs différentes méthodes. Donc, ça va dépendre de ça aussi. Je ne sais pas si ça aide un peu. OK, donc maintenant qu'on sait un peu la fondation, le but, en fait, c'est de tirer des conclusions, en fait. Donc, le type de conclusion qu'on veut tirer, en fait, influence la technique qu'on utilise pour sélectionner l'échantillon. Et donc, maintenant qu'on sait cette fondation, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'être guidé, en fait, par la question. Je pense que souvent, on se dit, bon, il faut connaître beaucoup de méthodes. Il faut connaître beaucoup de méthodes. Et ça va aider. I mean, ça peut être, c'est vrai dans la mesure où on sait comment utiliser chaque méthode, en fait. Voilà, en tant que consultant, je lis une question en commentaire. Est-il possible d'avoir d'autres exemples de lois et d'échantillonnage? Il y a certaines autres lois, par exemple, où on parle de convenience, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est où il y a des décisions qui sont faites de façon volontaire. Par exemple, lorsqu'on veut faire des échantillons, on veut interroger par exemple les personnes atteintes du VIH-Sida, par exemple, etc. Donc, ce sont des trucs vraiment volontaires, en fait, où on n'a pas besoin, ce ne sera pas aléatoire, en fait. Ce sera volontaire et, et tout. Parce que il y a des expérimentations, il y a des expérimentations où c'est tellement délicat qu'on ne peut pas forcer les personnes. Par exemple, on va voir l'effet on veut faire l'effet de la cigarette, par exemple. Quel est l'effet de la cigarette à long terme, vraiment sur le cœur?
Voilà, si on veut faire une expérimentation, on veut deux groupes en fait, un groupe de personnes qui fument, un groupe de personnes qui ne fument pas en fait. Donc on peut pas faire une sélection aléatoire parce qu'il faut sélectionner des personnes qui vont fumer, des personnes qui ne vont pas fumer en fait. Ce n'est pas éthique, mais ça ne reste pas les règles d'éthique en fait. Si on veut forcer des personnes à fumer en fait lorsqu'ils ne fument pas en fait, donc pour ça, enfin, ça sera un échantillon volontaire en fait ou en tout cas, le groupe qui fume, en fait, ce sera des personnes qui fument la cigarette, par exemple, qui vont se porter volontaire de faire partie de ce groupe-là, en fait. Et d'autres personnes qui ne fument pas de leur groupe, on compare maintenant l'effet à long terme sur le cœur, par exemple. Donc, ça va dépendre du type d'expérimentation qu'on veut faire également. L'expérimentation, ça reste pas les règles de l'éthique si on veut sélectionner de façon aléatoire. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que c'est difficile d'établir des cause et, cause et effet, en fait. N'est-ce pas? Cause et effet. Même la plupart des conclusions que les gens tirent, par exemple, ils pensent que c'est juste un abus de langage. Lorsqu'on dit, bon, ceci cause le cancer, ceci cause la cigarette, c'est pas le mot cause, en fait, qui doit être utilisé, vu que on n'a pas fait d'expérimentation, en fait. C'est juste qu'il y a une corrélation, en fait, entre peut-être, il y a une corrélation entre ceci et fumer la cigarette, il y a une corrélation entre ceci et le cancer, mais il y a pas d'étude qui a prouvé qu'il y a une cause, en fait. Voilà, parce que pour qu'il y ait de cause, il faut que on manipule en fait, on manipule certaines variables en fait, mais ça reste pas la règle d'éthique en fait. Tu vas pas forcer quelqu'un à manger. On dit bon, telle nourriture cause le cancer en fait, mais on force, on ne c'est-à-dire on ne pose pas le traitement à certains sujets en fait. On peut pas parler de cause et effet dans ce domaine, dans ce contexte en fait. Donc ça dépend également ça dépend aussi est-ce que ça respecte les règles d'éthique, en fait. Sinon, dans les cas où ça ne respecte pas les règles d'éthique, en fait, ça sera du volontariat, ça sera du convenience sample. Et souvent, même, il y a ce qu'on appelle le snowball sample. Par exemple, si on prend certains cas, par exemple, si on veut faire des études sur les personnes atteintes de certaines maladies, telles que le VIH, par exemple, une des méthodes qu'on peut utiliser, c'est le snowball, boule de neige, sample, par exemple. Quelqu'un peut-être qui a ça, connaît d'autres personnes, c'est-à-dire, la personne, on collecte les données avec la personne nous donne des références sur d'autres personnes qui ont peut-être la maladie, qui peuvent nous donner les données également, etc. Donc, de boule de neige. Yeah, donc voilà, je sais pas si ça aide un peu. Je pense que, yeah, je pourrais répondre à d'autres questions pratiques si vous avez des questions concernant vos propres travaux de façon pratique vers la fin. Voilà, donc comme je disais, en tant que consultant, je vais parler un peu des expériences que j'ai eues, voilà, où j'ai eu des clients, par exemple, qui sont venus au lab, je me rappelle d'un professeur même, un professeur en sciences sociales, qui est venu en fait et il pense que sa spécialité, c'est pas les statistiques. Donc, voilà, il pense que quelqu'un qui ne connaît pas forcément les statistiques, ça ne veut pas dire que la personne ne connaît rien, en fait. Voilà, vu que la personne est expert, en fait, n'est-ce pas? La personne est expert dans son domaine, mais n'est pas forcément expert en statistiques. Voilà, et c'est pour ça qu'il est expert en nutrition. Voilà, mais quand c'est des statistiques peut-être un peu limitées, c'est clair. Et donc, il vient au lab en consultation et donc, je prends le soin d'écouter vraiment ce qu'il veut faire, quelle est la conclusion qu'il veut tirer également. Et, et automatiquement, il me dit, il veut faire un modèle linéaire, régression linéaire, tu vois. Et bon, je lui pose maintenant la question. Il m'a dit au début qu'il veut faire un modèle de régression linéaire. Et c'est alors que je lui pose la question, bon, quelle est la conclusion qu'il veut tirer à la fin et tout. Il dit, veut voir si il y a si un groupe de personnes a une grande, c'est-à-dire, c'est en anglais, donc je suis en train de traduire dans ma tête en même temps quand je parle, donc désolé. Donc, il voulait voir peut-être s'il y a un groupe, en fait, il y a deux groupes de personnes, en fait. Il y a un groupe qui utilise les réseaux sociaux assez, et un autre groupe qui utilise moins de réseaux sociaux, en fait. Il veut voir si leur perception de la confiance en soi, c'est un nutritionniste, en fait. Leur perception de leur body image, c'est-à-dire l'apparence de leur corps, en fait, leur corps, le physique, en fait. Si un groupe a une bonne apparence que l'autre, en fait, c'est le groupe qui utilise les réseaux sociaux contre le groupe qui n'utilise pas assez les réseaux sociaux, en fait, pour voir la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. Est-ce que cela affecte, en fait, leur manière de se percevoir? Donc, c'est la conclusion qu'il veut tirer, en fait. Il veut voir que la conclusion qu'il espère voir, c'est que ceux qui utilisent moins les réseaux sociaux, par exemple, ont une bonne image de soi que ceux qui utilisent les réseaux sociaux.
Et donc, mais quand il vient me dire, il veut faire un modèle de régression linéaire. Et donc, je lui pose la question, pourquoi O? Parce que c'est ce qu'il a toujours fait, en fait. Et donc, c'est ce qu'il veut faire, en fait. Mais un modèle de régression linéaire, par exemple, c'est pour prédire, en fait. On veut prédire quelque chose. Mais ici, il veut comparer deux groupes, en fait. Et c'est ce qu'il veut faire, en fait. Donc, pour dire que focaliser sur la méthode, commencer par la méthode seulement, n'est pas... Ah, mais c'est bon de connaître beaucoup de méthodes si ce que je vais dire tout à l'heure est là, en fait. Mais sans ça, en fait, c'est mieux de répartir dès le début, en fait. Dès le début, en fait. Et tout. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, il y a pas ce qu'on appelle one size fit all. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule mesure pour tous, en fait. C'est-à-dire, quand on va chez le couturier, par exemple, mais le couturier prend la mesure, en fait, en fonction de la taille, n'est-ce pas? Mais si un couturier dit, bon, peu importe, quand tu viens chez moi, voici le vêtement qu'on va te donner, en fait. C'est-à-dire, ça ne tient pas compte de la taille, de la forme et tout. Je pense que un tel couturier n'aura pas assez d'avenir, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose également. Il y a pas one size fit all. Il n'y a pas une mesure qui rentre à tout le monde en statistique, en fait. C'est-à-dire, c'est pas que les modèles de régression linéaire, c'est pas que ANOVA, c'est-à-dire, mais c'est de connaître quand est-ce que utiliser quoi, en fait. Et je pense que c'est là, en fait, la clé, en fait, pour devenir bon en statistique sans être statisticien, en fait. C'est-à-dire, on commence dès le début, en fait. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a commencé, en fait, avec la question de recherche qu'on veut répondre. Et je pense que je pense que c'est une approche vraiment qui va pas, c'est-à-dire à 100%, on atterrit, en fait. C'est comme une recette, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on suit cette recette, en fait, c'est-à-dire la probabilité qu'on est faux, en fait, c'est très peu, en fait. Supposons qu'il y a une, euh, une grand-mère qui a beaucoup cuisiné toute sa vie, en fait, et qui laisse une recette, en fait, à ses enfants, par exemple. Et donc, par exemple, 1 kilo de riz, 2 litres d'huile, deux copes d'eau, une cuillerée de sel, c'est-à-dire, elle donne tout, en fait, à taille. Donc, si on suit cette recette-là, 99% du temps, on va avoir un bon résultat. Mais supposons qu'on se dit, bon, on, on sait qu'on doit prendre le riz, on sait qu'on doit prendre l'huile et on ne sait pas quelle quantité, en fait. Voilà. Dans plus de cas, en fait, on peut arriver à un bon résultat à la fin. Mais dans la plupart des temps, si on fait ça plusieurs fois, le taux de succès n'est pas aussi élevé que quelqu'un qui suit la recette, en fait. Voilà pourquoi je pense que c'est important de commencer toujours par la question. C'est-à-dire la question que l'on doit se poser, en fait. C'est-à-dire, quelle est la question qu'on veut répondre, en fait, d'abord? Commencer par ça. Quelle est la question qu'on veut répondre? Quelle est la question qu'on veut répondre? Et quels sont les résultats qu'on veut tirer à la fin? C'est très important. Donc, c'est le début, en fait. Quelle est la question à laquelle on veut répondre? Quelqu'un m'a dit, bon, ma question, c'est est-ce que, est-ce que les, est-ce que les élèves qui vivent à l'internat ont une bonne moyenne que ceux qui vivent loin du lycée, par exemple? C'est la question qu'on veut répondre. Donc, on se dit, bon, est-ce que les élèves qui vivent à l'internat ont une bonne moyenne que ceux qui vivent très loin du lycée? Donc, on se dit, bon, il y a deux groupes ici. Ceux qui vivent à l'internat, ceux qui vivent hors du lycée, en fait. Donc, on a des groupes, en fait. On voit qu'il y a deux groupes. Maintenant, on veut voir s'ils ont une bonne moyenne. Donc, il y a une variable en même temps qui vient en tête, la moyenne. Donc, on a la variable qui est la moyenne. On a deux groupes. Donc, c'est-à-dire quoi? On veut comparer la moyenne. C'est ceux qui vivent loin du lycée. On veut comparer les moyennes. On veut voir les moyennes. Quelle est la moyenne des élèves qui vivent hors du lycée? Par exemple, s'il y a 5 élèves qui vivent hors du lycée, le premier élève a peut-être 12 de moyenne, l'autre a 15, etc. On va prendre la moyenne de ces moyennes-là. Maintenant, ceux qui vivent à l'internat, on voit les moyennes, on prend la moyenne de la moyenne et puis on compare. La moyenne de ceux qui vivent à l'internat, c'est 16, par exemple, et ceux qui vivent au lycée, c'est 14. Donc, on voit qu'il y a une comparaison ici. Donc, commencer par la question de recherche, c'est une recette, en fait, qui, qui aboutit toujours à, au résultat, en fait. C'est-à-dire, ça nous permet de... Si on fait ainsi, en fait, on va voir que nos compétences statistiques augmentent, en fait. On n'a pas besoin d'être statisticien, en fait. En telle sorte que, généralement, c'est ce qui est remarqué qu'on est dans d'autres filières, par exemple, c'est-à-dire, souvent, il peut y avoir ce manque de confiance, en fait. Oh, est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que c'est pas la bonne méthode? Mais quand on commence par
par la question en fait de recherche, on sait que si je veux un exemple par exemple, une question de recherche, le but peut être tu veux explorer en fait une relation entre des variables. Tu veux voir ici une variable est relatée à une autre variable. Donc, voici un but en fait, n'est-ce pas? En fonction de ce but, quelles sont les méthodes qui sont disponibles? Je veux comparer deux groupes. Quelles sont les méthodes qui sont disponibles? Je veux prédire un groupe membership. Quelles sont les méthodes qui sont disponibles? Je veux connaître la structure de quelque chose, d'une variable par exemple. Je veux connaître la structure d'un construct, d'une variable. Je veux connaître par exemple combien de temps ça prend pour qu'un événement apparaisse en fait, se produise. Donc, quelle est la structure? Donc, c'est très important de commencer toujours par la question de recherche. Et moi, personnellement, dans mes expériences en tant que consultant, quand j'ai les clients, en fait, la première chose que je veux leur poser la question, d'abord, quel est le but de ton étude? Quel est le but de l'étude que tu veux faire d'abord? Dans un premier temps, la deuxième question, c'est quelles sont tes questions de recherche, en fait? Et généralement, les personnes viennent, bon, je vais utiliser régression, je vais utiliser ANOVA, mais ils ne savent pas la question qu'ils veulent répondre, en fait. Donc, je pense que c'est très important de commencer par la question de quelle est la question à laquelle on veut répondre. Et je vais partager des documents également. Je vais mettre le lien tout à l'heure où il y a des cheat sheets, voilà, des documents qui donnent les différentes méthodes, en fait, en fonction de la question à laquelle l'on veut répondre. Mais ici, c'est un petit exemple, en fait. Ça dit comment choisir, en fait, comment savoir que le test de régression linéaire est adapté, en fait, à mon étude. Comment savoir que c'est pas ANOVA ou ceci, cela. Donc, voilà. Donc, déjà, on se demande c'est-à-dire, arriver à identifier la meilleure méthode ou le meilleur test ou la meilleure analyse que je dois faire dépend du type de question le type de question à laquelle l'on veut répondre, en fait. Comme j'avais dit, ça dépend du type de question. Quelle est la question que l'on veut répondre? Ça aussi dépend des données que l'on a, en fait. Le type de données qu'on a. Quel est le type de données? Je veux dire, c'est-à-dire, les types de variables, par exemple. C'est une variable qualitative, une variable quantitative, etc. Donc, cela passe par là aussi. Quels sont les types de données que l'on a? Et donc, voilà, pour revenir un peu sur ce que je disais, il y a la question de recherche et le but en fait ou le but voilà de l'étude ou de l'analyse et tout. Et aussi, on peut se poser la question, combien de variables est-ce que j'ai en fait? Le nombre et le type de variables dépendantes, le nombre et le type de variables indépendantes. Mais on arrive à identifier les variables en fait lorsque on sait la question à laquelle on veut répondre en fait. Comme l'exemple que j'avais donné, si je veux voir, la question que je me pose, c'est est-ce que les élèves qui vivent à l'internat ont une bonne moyenne comparée à ceux qui vivent hors du campus? Donc, avec la question seulement qui est posée en fait, et je pense que la question, il y a des questions qui ne peuvent pas répondre par les statistiques en fait. Voilà. Qu'il n'y ait pas de question, ça donne une question statistique, en fait, n'est-ce pas? Toutes les questions ne sont pas des questions statistiques. Toutes les questions ne sont pas des questions statistiques. Par exemple, quelle est la capitale de France? Si c'est la question de recherche, par exemple, ça s'appelle la question de recherche, mais si quelqu'un pose une telle question, dans ce sens-là, on peut répondre les statistiques. En fait, quelle est la capitale de France? Bon, juste sur Google, si tu mets, bon, tu vas avoir Paris. Donc, il faut savoir une question statistique, en fait. Donc, est-ce que les élèves qui vivent à l'internat ont une bonne moyenne comparée à ceux qui vivent hors du campus? Donc, avec la question seulement, on arrive à identifier quelles sont les variables, on arrive à identifier quel est le type d'analyse, et avec ces questions, on arrive à identifier ces choses, en fait. Il faut que c'est une question précise, une question statistique, en fait. Donc, avec l'exemple que j'ai donné, on arrive à identifier qu'on a deux groupes ici. Donc, on a des groupes. Et on arrive à identifier que la moyenne, c'est la variable d'intérêt, en fait. Et tout. Donc, une bonne question de recherche qui aboutit à une analyse statistique nous permet d'identifier dans la question le nombre de variables et le type de variables dépendantes, le nombre et le type de variables indépendantes. Et s'il y a des variables auxiliaires également, ça nous permet de les identifier. Et donc, avec l'exemple ici que j'ai, c'est un peu petit, peut-être on ne voit pas bien, mais c'est enregistré. Donc, je pense que lorsque vous allez vérifier, vous allez regarder, vous pouvez élargir, je pense, si ce n'est pas bien clair.
Mais en fonction du type de réponse, par exemple, si je veux voir est-ce qu'il y a une relation des variables, je sais que je vais pas partir déjà avec ANOVA parce que ANOVA, c'est généralement pour la différence entre des groupes, par exemple. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on sait vraiment le type de questions qu'on veut répondre et le but de l'analyse, en fait, ou de l'étude, cela nous permet d'aller dans le bon endroit, en fait, pour puiser, en fait, ce dont on a besoin. Voilà. C'est-à-dire, l'exemple que je vais donner, c'est, peut-être qu'on a, je sais pas, on a des t-shirts, on a des chemises, on a des pantalons, en fait. Et lorsque c'est le temps de choisir quoi porter, en fait, on sait, bon, j'aurais besoin d'un pantalon, n'est-ce pas? Donc, on va où il y a les pantalons se trouvent, en fait. Par exemple, j'ai besoin d'un pantalon, j'ai besoin d'une chemise, on va où la chemise se trouve, en fait. Mais c'est pour ça qu'il est là pour le pantalon. Et puis, bon, j'ai besoin d'un autre habit, il y a besoin de deux, je sais que c'est deux pièces, et je prends deux pantalons, en fait. Ça ne résout pas le problème, en fait. Donc, lorsqu'on sait vraiment quel type de réponse on veut résoudre, en fait, et notre approche, c'est de maintenant, avec le type de réponse que le type de question à laquelle je veux répondre, je sais maintenant où aller trouver maintenant la méthode dont j'ai besoin pour répondre à la question, en fait. Et je vais partager tout ça, il y a un document. Je pense que je vais prendre ça maintenant pour mettre dans la discussion pour que vous pouvez télécharger. C'est sur Google Drive. Je pense que essayez de télécharger le plus tôt, juste so that, afin que, voilà, il n'y ait pas de problème avec le lien peut-être plus tard. J'ai mis ça dans la discussion. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et ça, c'est notre exemple, en fait. Voilà. C'est-à-dire, ici, c'est plus focalisé sur les variables. C'est-à-dire, on sait quel type de question on veut répondre. Et lorsqu'on sait quel type de question à laquelle on veut répondre, par exemple, on sait où partir, en fait. On s'est dit, bon, est-ce que c'est une relation entre deux variables ou c'est une différence? On sait où partir. Et on va plus loin. Quelles sont les variables que j'ai, en fait? Si ce sont des variables peut-être qualitatives ou quantitatives, en fonction de ça aussi, on sait où partir, en fait. Donc, ce document-là vous permet de voir, c'est-à-dire, c'est une approche, en fait, qui vous permet d'aboutir au test approprié, en fait, que vous devez utiliser. Le test approprié. Par exemple, je vais voir si je peux écrire là-dessus. Ah, on est ici, par exemple, je vais prendre un test de régression multiple. Ce test-là que vous voyez, un test de régression multiple, mais voici la ligne que ça suit. Voici la ligne que ça suit, en fait. C'est-à-dire, pour qu'on arrive à utiliser ce test de régression multiple, en fait, il faut qu'on s'assure qu'on on remplit ces conditions-là. Donc, voilà pourquoi commencer par le début, en fait, nous permet de devenir bon en statistique, en fait, sans forcément être des statisticiens, en fait, parce qu'on va en procédure, en fait. D'abord, quelle est la question que je veux répondre? On sait ça et tout. Mais après, maintenant, on se pose la question maintenant, combien de variables dépendantes j'ai? J'ai une seule variable dépendante dans mon contexte. Il y a une seule variable dépendante. OK. Maintenant, quelle est la nature de la variable dépendante? C'est une variable continue ou une variable qualitative? Continue, ça veut dire quantitative. C'est une variable quantitative ou bien qualitative? C'est une variable quantitative. OK. Donc, j'ai répondu à cette question. Maintenant, j'avance. Combien de variables prédictives j'ai? Combien de prédicteurs? Des variables indépendantes? J'ai, j'ai deux ou plus. OK. Donc, c'est une information que j'ai encore. Deux ou plus. Maintenant, quelle est la nature de ces variables-là? Ces variables sont aussi quantitatives. OK. Dans ce contexte, voilà pourquoi je dois utiliser un modèle de régression linéaire. Ouais, mais l'autre approche, en fait, lorsqu'on connaît beaucoup de méthodes, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on utilise la méthode, en fait, cela, ça rend les statistiques comme la boîte noire, en fait. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on doit utiliser parce que c'est ce qu'on a déjà utilisé, c'est ce qu'on a toujours utilisé, en fait. Mais lorsqu'on suit cette approche, en fait, quelle est la question auquel je veux répondre? Quelle est la nature de mes variables? On arrive au test vraiment qui correspond. Par exemple, si on veut parler du test du One-Way ANOVA, je vais voir si je peux prendre une autre couleur rapidement. Et si je veux parler du test du One-Way ANOVA, ce test-ci, et je sais où je dois passer en fait, et c'est la ligne qui est là, c'est comment est-ce que j'arrive au test.
comment est-ce que j'arrive au test d'ANOVA? Donc déjà, je commence par, j'ai une seule variable dépendante. Et cette variable dépendante, elle est quantitative. Elle est quantitative. Et combien de prédicteurs j'ai? J'ai un seul prédicteur. J'ai une seule variable indépendante. Et cette variable indépendante que j'ai, elle est catégorique. Elle est qualitative, pardon. Elle est qualitative. Et parce qu'elle est qualitative, combien de catégories? Elle a plus de 2 catégories. Et après, est-ce que ces catégories sont différentes l'une de l'autre? Oui, elles sont différentes. Et à cause de ça, je sais que je dois utiliser un modèle ANOVA. Je ne sais pas si c'est ce que je dit un peu clair. Donc, lorsqu'on commence par la question, par l'analyse de variables, en fait, on aboutit toujours au test, mais c'est que quelqu'un va me dire, bon, je vais utiliser un MANOVA, un test de MANOVA, et la question qu'il va poser, mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est le MANOVA que je vais utiliser, en fait? N'est-ce pas? Et souvent, en tant que consultant, je parle des expériences que j'ai eues. Voilà, des personnes vont me dire, oh, c'est ce que l'autre qui a fait son étude, là. Il lisait un article, là, ce qu'ils ont utilisé, en fait. Je lui demande, pourquoi tu penses qu'ils ont utilisé ça, en fait? Et la personne est bloquée, par exemple. Et parce que la personne ne connaît pas la procédure, en fait, mais on se dit, bon, parce que dans notre filière ou parce que l'article que j'ai lu, en fait, il a utilisé ça, donc voilà pourquoi il a utilisé ça. Et souvent, les variables, je parle des expériences pratiques hein, que j'ai eues, souvent les variables dont les personnes regardent et puis les variables de l'article, souvent je prends l'article même pour lire rapidement pour voir et voir qu'il y a une différence entre la nature des variables. Donc, il a dit, c'est vrai que la personne utilise ça, la personne utilise ça parce que sa variable était de cette nature, en fait. Mais dans ton cas, cette variable que tu as, par exemple, la variable âge, l'âge, par exemple, peut être continu, peut être quantitative et qualitative. Si on parle de groupe d'âge, par exemple, ça sera qualitative. Mais si on parle de l'âge en tant que like, nombre, like 20 ans, etc., en tant que nombre, ça devient quantitatif en fait. Et dans l'article, par exemple, dans un cas, la personne avait utilisé l'âge en tant qu'une variable quantitative, mais la personne avait collecté âge en tant que le groupe d'âge en fait. Donc, ça devient qualitatif. Donc, ça, il y avait déjà un point pour en fait. Donc, mais lorsqu'on sait vraiment la procédure en fait, c'est comme s'il y en a un box qu'on check en fait. On arrive toujours au test approprié. Donc, j'ai mis un lien dans la discussion qui a d'autres choses également très importantes. Donc, ça, on commence par la question de recherche et puis les types de variables, etc. Maintenant, une chose aussi à savoir, c'est qu'en statistique, il y a ce qu'on appelle des tests paramétriques et des tests non paramétriques. Donc, en résumé, en fait, tout ce qu'ils ont dit jusqu'à présent, il y a peut-être 2 choses qu'on doit savoir seulement, en fait, pour devenir bon statisticien, être statisticien, en fait. La première chose, c'est quel est le type de réponse, de questions qu'on veut répondre. La deuxième chose, c'est quelle est la nature des variables qu'on a. Une fois qu'on connaît ces choses-là, je vais partager ces documents-là, en fait. C'est ça qui sont dans les liens, en fait. On peut seulement suivre, en fait, le processus et on aboutit au test qu'on a utilisé, en fait en telle enseigne que lorsqu'on était en train de faire notre soutenance, les professeurs nous posent des questions, mais les personnes nous posent des questions, on est confié en fait dans la réponse qu'on donne en fait. Parce on suit la procédure en fait. Voilà. Et c'est lorsqu'on suit une recette d'un grand cuisinier, ça dit, le cuisinier dit, mais un cas d'huile, je ne sais pas, peu importe. Là, lorsqu'on suit ça, on sait que il faut que le feu soit à 100 degrés, peu importe. Lorsqu'on suit ça correctement, on sait qu'on va aboutir à un bon résultat. Et lorsqu'on se présente pour une évaluation de notre nourriture, on sait qu'on a un peu de confiance, on a suivi la recette du chef, en fait. Donc, c'est la même chose. Lorsqu'on le premier point, lorsqu'on sait la question à laquelle on veut répondre, on demande, mais pourquoi est-ce que tu as utilisé cette méthode? J'ai utilisé cette méthode parce que je veux répondre à cette question. Et parce que je veux répondre à cette question, voici le but, en fait. Voici les variables. Et voici la nature des variables. Telle variable est quantitative, l'autre est qualitative. Et voilà pourquoi, voici ce test qui est approprié, en fait. Et, et si les personnes auxquelles vous parlez connaissent vraiment les statistiques, en fait, ils savent que c'est le seul chemin, en fait. Il y a pas, par exemple, je vais montrer un autre exemple rapidement. Et je prends le vert cette fois-ci. Et par exemple, je remplis cette condition ici, je remplis cette condition, je remplis cette condition et je remplis cette condition ici,
j'ai une seule option de test, en fait. Ma seule option, ça sera un test de régression logistique, en fait. C'est ma seule option. C'est ma seule option, en fait. Donc, quelqu'un va te demander, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé Mankova? Et c'est facile de répondre que voici, j'ai pas dit Mankova parce que, dans un premier temps, voici la question à laquelle je veux répondre. Dans un deuxième temps, voici les variables que j'ai, etc. Et cela te permet d'avoir plus de confiance, en fait. Mais lorsqu'on connaît seulement les tests, et mais on ne sait pas pourquoi on utilise tel test ou telle analyse, lorsqu'on nous pose une question, en fait, c'est facile de dire, oh, de douter, en fait. C'est facile de douter, en fait, parce qu'on n'a pas de guideline, en fait. On n'a pas de procédure claire, en fait, qu'on a suivie. Donc, c'est très important. Et tout. Donc, je disais maintenant, le troisième point, donc le premier point, ce sont les questions, le type de questions qu'on veut répondre. Le deuxième point, c'est la nature des variables. Et le troisième point maintenant, qu'on doit savoir, je pense que les trois choses, en fait. Voilà, c'est trois choses à savoir pour être bon statisticien, c'est qu'il y a des tests qu'on appelle des tests paramétriques et des tests qu'on appelle des tests non paramétriques. C'est la même chose. Genre, les questions, les questions et les natures des variables sont les mêmes, en fait. Les questions et les natures des variables sont les mêmes. Mais c'est juste que les tests paramétriques, par exemple, ont des assumptions. Mais lorsque ces assumptions-là sont violées, en fait, et lorsqu'on sait que ça va affecter la conclusion qu'on va tirer, on ne peut pas utiliser ces tests, en fait. Donc, on va maintenant passer aux tests non paramétriques. Et dans la plupart des cas, les tests paramétriques ont leur équivalent qui sont non paramétriques, en fait. Dans la plupart des cas, il y a des cas où on a des tests, par exemple, le modèle de régression linéaire, il est paramétrique. Il n'y a pas son équivalent non paramétrique. Mais la bonne chose à savoir, c'est que quand on prend un modèle de régression linéaire, il est vraiment robuste. C'est-à-dire même lorsqu'on viole, par exemple, on viole l'assumption, lorsque l'assumption de, de normalité, de like, normalité, voilà, n'est pas vérifiée, on peut toujours utiliser un modèle de régression linéaire. Mais il y a d'autres tests, par exemple, lorsqu'ils sont violés, en fait, parce que ça va affecter les résultats, on va passer à la version non paramétrique. Par exemple, si les données ne suivent pas un modèle, je ne sais pas comment on dit normal en français, normality. Yeah, si les données ne suivent pas un modèle, comment on dit ça encore en français? Gaussien, je pense, yeah, je pense qu'on dit en français. La loi Si les normale. données, la loi normale, yeah, merci, Mhm. yeah, merci. Yeah, si les données ne suivent pas la loi normale, donc la plupart des tests paramétriques, là, l'une des assumptions, c'est que les données doivent suivre la loi normale. Et lorsque c'est violé, par exemple, lorsqu'on n'arrive pas lorsque les données dévient de cette loi normale, et lorsque la déviation est trop grande, en fait, on doit penser quelle est l'option non paramétrique qu'on peut utiliser pour répondre à la même question avec les mêmes natures de données, en fait. Et également, je pense dans les documents que j'ai partagés, il y a aussi une liste des, des tests paramétriques et leurs équivalents qui sont non paramétriques. Je pense qu'il va trouver ça, il va trouver rapidement partagé une fois de plus. Et un instant, je fais l'écran. Je suis presque. Et donc, c'est très important. La plupart des tests paramétriques ont leur équivalent non paramétrique. Non paramétrique, je pense que j'y suis presque. Et ça, c'est un exemple que j'ai ici qu'on utilise dans notre lab. Par exemple, il y a le test de Chi-square. Le Chi-square, c'est un test non paramétrique. C'est un test non paramétrique qui n'a pas son équivalent. Il n'a pas d'équivalent paramétrique. Le Chi-square est non paramétrique. Mais quand on prend des tests tels que le petit test, ici, qui est paramétrique, on peut
avoir son nom paramétrique qui est le Wilcoxon Sign Rank Test, etc. Donc, pour dire en général, la plupart des tests paramétriques ont leur équivalent non paramétrique. Mais le plus important, c'est de savoir quel type de question, quelle est la question qu'on veut répondre, quelle est la nature des variables qu'on a, des données qu'on a, et ensuite savoir aussi que si on n'arrive pas à remplir les assumptions des tests paramétriques, on doit penser à leur équivalent non paramétrique. Mais aussi, je pense que je pense que ce sont des choses vraiment ce sont des choses très importantes à savoir, très, très, très importantes. Je pense qu'une prochaine fois, peut-être on peut aller maintenant plus en détail dans les différentes assumptions, en fait, la loi normale, l'indépendance, la constante variance et tout, etc. On pourra aller plus en profondeur, mais déjà, c'est de savoir que lorsqu'on a une question, on la nature des variables, on arrive à identifier le test approprié. Et maintenant, lorsqu'on sait que c'est le test approprié, à ce niveau, on est, par exemple, en tant que peut-être doctorant, etc., on peut maintenant aller chercher maintenant précisément ce test, en fait, parce qu'on sait que c'est le test qu'on doit utiliser, en fait. On peut maintenant dépenser toute notre énergie pour trouver maintenant comment l'implémenter. Sinon, sans ça, c'est un peu gaspiller notre temps. En fait. On cherche les tests, quels tests implémenter, mais on ne sait pas est-ce que c'est le test approprié, en fait. Mais en passant par cette approche dont je décris, en fait, on sait que c'est le test de régression linéaire que je vais utiliser. C'est le test approprié. Mais je ne sais pas peut-être tout ce qu'il faut savoir sur ça pour répondre pour faire l'analyse proprement dite. Et c'est là que je vais maintenant m'investir, en fait, à fond, où je vais maintenant trouver, comme vous l'avez dit au début, pour arriver à un niveau d'expertise, il faut des personnes, des experts dans le domaine, par exemple, pour aider à faire cela. Donc, c'est très important. Maintenant, je vais te donner un exemple. Supposons qu'on veut faire un test de modèle linéaire, en fait. Donc, le chemin, comme on l'a dit, on commence toujours par, oh, désolé, je sais, OK, clear all. OK, on commence toujours par les questions de recherche auxquelles on veut répondre. Et le but, c'est d'arriver à un point où on arrive à communiquer les résultats. Donc, on sait où on commence, on sait où on veut arriver. Maintenant, quel est le chemin? Quel est le chemin? Ici, c'est juste pour un modèle linéaire, un modèle de régression. Donc, j'ai mis ici quelques étapes, 14 étapes, pour arriver jusqu'à la communication des résultats. C'est d'abord, on sait la question à laquelle on veut répondre. Et on commence par la question à laquelle on veut répondre. Ensuite, ça, c'est une étude qu'on est en train de conduire comme ça. Hein. Ensuite, on définit, on fait le design de l'étude. Par exemple, l'exemple que j'ai donné, si on veut voir est-ce que les étudiants qui vivent à l'internat, les élèves qui vivent à l'internat ont une bonne moyenne que ceux qui vivent loin du lycée, n'est-ce pas? Donc, on a la question. Après ça, on va faire le design de l'étude, en fait. C'est-à-dire, on met deux groupes. Un groupe des personnes qui sont à l'internat, un groupe qui vivent loin de l'internat. Et maintenant, on va se demander comment sélectionner les groupes, en fait. C'est là qu'on va parler de aléatoire, etc. Maintenant, après, en fonction de la question, si on sait les variables et on sait comment les mesurer, en fait, comment mesurer la moyenne. Est-ce on parle de la moyenne du premier trimestre? Est-ce qu'on parle de la moyenne annuelle? Donc, c'est là qu'il faut définir maintenant. Est-ce que les élèves qui vivent à l'internat ont une bonne moyenne que ceux qui vivent loin de l'internat, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on parle de moyenne du premier trimestre seulement? Donc, c'est là qu'il faut prendre le temps de définir maintenant. Est-ce on va mesurer ça à la fin de l'année ou la moyenne annuelle ou la moyenne de chaque trimestre? Donc, c'est là qu'il faut définir. Mais après ça, maintenant, on va créer un plan d'analyse, en fait. N'est-ce pas? Maintenant qu'on sait les variables qu'on veut et tout, on va créer un plan d'analyse. Les plans d'analyse, c'est là qu'il faut savoir maintenant, on a la question dans les types de variables. C'est là même qu'il faut savoir, en fonction de la nature des variables, de la question, ce qu'on veut faire, c'est un modèle ANOVA. On veut faire ANOVA, par exemple. Et maintenant, on se pose la question, maintenant, comment est-ce qu'on doit savoir quelle est la taille de l'échantillon? Je pense que c'est un sujet pour une autre discussion plus tard, mais il faut maintenant trouver la bonne taille de l'échantillon. Il y a des différences, en fait, qui sont tellement petites qu'il faut assez d'observations dans l'échantillon pour pouvoir capturer, en fait.
pouvoir capturer. Donc, c'est très important. Comment savoir la taille exacte de l'échantillon est très important. Ça peut être l'objet d'un prochain workshop. Maintenant, après, ça, c'est supposé qu'on collecte les données, mais il faut collecter les données, etc. Mais dans la partie, il faut tester. La partie 3, c'est là qu'on fait le test. Et ensuite, de voir si on doit améliorer certaines choses, vérifier les assumptions, etc. Et ensuite, on arrive à communiquer les résultats. Donc, c'est juste un exemple ici que je veux donner comment partir de la question au résultat. Mais comme il dit, il y a des détails ici où on pourra peut-être, ça peut être l'objet d'un prochain workshop. Mais déjà, pour résumer ce que j'ai dit, je pense que je vais laisser la place des questions ou des questions pratiques que vous avez sur votre propre sujet, etc. Et tout donc, donc pour résumer, il faut déjà commencer par la question. Quelle est la question de recherche à laquelle on veut répondre? C'est une question statistique. Voilà, si c'est pas une question statistique, on ne pourra pas répondre avec aucune méthode. On ne pourra pas utiliser une méthode statistique, en fait. Des questions statistiques, c'est des questions qu'on veut répondre. Après, la nature des variables qu'on a, en fait. Quelle est la nature des variables? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des variables qualitatives, des variables quantitatives, etc. Une fois qu'on a ça, on sait quel est le test approprié, en fait. Maintenant, si enfin, après le test, on fait les assumptions, on vérifie qu'il y a des assumptions qui n'ont pas été remplies, en fait, des conditions qui devaient être remplies qui n'ont pas été remplies. Maintenant, on se pose la question, est-ce que cela affecte les résultats? À quel degré cela affecte les résultats? S'il arrive que même si ce n'est pas rempli, ça n'affecte pas vraiment les résultats proprement dit, on communique les résultats. Mais si ça affecte les résultats, maintenant, on va penser maintenant quelle est une autre alternative non paramétrique pour répondre à la même question. Et on passe à l'alternative. Mais dans le cas où il n'y a pas d'alternative, on va reporter les résultats, mais on va citer ça comme une limitation. Donc, on va dire à l'audience que voilà les résultats, mais vous devez prendre les résultats avec modération parce que telle condition n'a pas pu être vérifiée, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais prendre des questions pratiques, que ce soit sur ce que j'ai dit ou des cas que vous avez ou des situations, des questions, par exemple, que vous avez, vous posez des questions, quelle peut être la méthode à utiliser? Et après la séance des questions, il y a une annonce que je vais passer et puis, yeah, ce sera tout. Donc, je laisse la place à des questions. Il y a Conan Kwasi Samuel, je pense qu'il a levé le doigt. Merci beaucoup Mhm. pour cette formation. En tout cas, elle est vraiment très enrichissante. Mais j'ai une préoccupation, au fait. Mhm. J'ai une préoccupation. Je travaille sur le recours aux soins OK. et je veux réaliser une régression logistique binaire. Mhm. Euh, au, au départ, il y a eu 377 répondants, Mhm. mais il y a eu 120 qui ont eu des problèmes de santé et puis 257 qui n'ont pas eu des problèmes de santé durant les 15 jours précédents. Mhm. Alors, je dois la taille des personnes sur qui je dois réaliser la régression logistique binaire. Je vois, c'est 120 répondants. Mais sur les 120 répondants, au niveau de l'automédication, j'ai eu 62 répondants. Au niveau des recours aux soins modernes, j'ai eu 36 répondants. Au niveau des recours aux soins traditionnels, j'ai eu 13. Mhm. Et une fois dans des échanges, il y a quelqu'un qui m'a dit que la taille de mes échantillons est tellement est très petite pour réaliser de pareils tests statistiques. Donc, je voulais être sûr de cette réponse. Est-ce que le fait qu'il y ait 13 répondants au niveau de recours aux soins modernes, puis oui, 36 répondants au niveau des recours aux soins modernes et puis Mhm. 13 répondants au niveau du recours aux soins traditionnels, est-ce que je peux réaliser une régression logistique binaire sur
le recours aux soins parce que je veux comprendre au niveau des variables aussi qui pourront me permettre de démontrer le recours aux soins traditionnels ou pas. J'ai recensé l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, la situation matrimoniale, l'ethnie, la religion, même le niveau de revenu, le lieu de résidence, la taille du ménage. Mais ma préoccupation avec 13 répondants, est-ce que je pourrais avoir des résultats vraiment fiables? Merci. OK, donc, pour résumer, il y a pris une note quand tu parlais. Donc, Ouais. tu as 120 personnes qui ont Personnes qui répondu qui ont ont un eu problème des problèmes de santé. santé. Donc, dans ton sample, tu veux juste te focaliser sur ceux qui ont des problèmes de santé. Si quelqu'un n'a pas de problèmes de santé, il ne peut pas partir de l'analyse, c'est ça? Voilà, oui. OK. Donc, maintenant, dans les 120 personnes qui ont des problèmes de santé, il y a 62 qui ont recours à l'automédication, Oui. 36 aux soins Oui, modernes et puis 13 aux oui. soins traditionnels. Maintenant, tu veux voir maintenant la question, je n'ai pas bien compris. La question, c'est au niveau de l'automédication, c'est d'identifier les facteurs responsables des disparités de recours aux soins dans mes 8 quartiers enquêtés. Au OK. fait, je vais prendre un quartier X, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, la situation matrimoniale. Quels sont les facteurs qui pourront me permettre d'avoir des disparités en termes d'automédication au sein de mes quartiers? Je vois. OK. Ah ouais, donc c'est un peu ça. Mais donc, tu as trois groupes alors. Tu as le groupe Voilà, j'ai d'automédication. 3 groupes. Exactement. Dans ce cas, ça peut pas être une régression logistique binaire, n'est-ce pas? Vu qu'on parle de binaire, on parle de deux groupes en fait. Donc, ça sera, si tu veux toujours partir avec le modèle de régression, ça sera pas binaire. Vu que quand on parle de binaire, c'est qu'on a deux groupes en fait. Si tu avais deux groupes, on peut juste faire le binaire. Mais quand tu n'as pas de deux groupes, on fait le multinomial. So, c'est lorsqu'on a plus de deux groupes, en fait. Ça devient multigroupe, en fait. Ça devient multinomial. Je sais pas si c'est l'expression correcte en français, mais ça devient multinomial. C'est plus binaire, en fait. Vu qu'il n'y a pas deux groupes. Exactement. C'est ça. Maintenant, je pense que les concerns qu'ils ont, en fait, ce que moi, c'est que tu as beaucoup de variables, en fait. Tu as beaucoup de variables. Et étant donné que ces groupes-là, par exemple, il y a un groupe à 13 en fait, ce sera difficile en fait. Il n'y a pas assez de variations. Il y a pas assez de variations. Vu que tu as beaucoup de variables, en fait, tu as l'âge, tu as le sexe, l'éducation, l'ethnie, la religion, le quartier, tout ça. Il y a beaucoup de variations. Il n'y aura pas assez de variations en fait. Il n'y aura pas assez de variations. Donc, c'est là la concerne en fait. Ça veut dire, même si ta conclusion, tu vois que peut-être l'âge n'est pas significatif, par exemple, le sexe n'est pas significatif, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un résultat qui n'a pas, en anglais, on dit powerful. C'est-à-dire, ça n'a pas assez de puissance, en fait, parce que tu as un sample size qui est petit, en fait. Tu auras des résultats, mais ce ne sont pas des résultats, c'est-à-dire, même si on arrive à voir que, par exemple, aucune de ces variables prédit la réponse, n'est-ce pas? Si aucune variable prédit la réponse, c'est pas forcément dit que c'est parce que aucune d'elles prédit, en fait. Ça pourra peut-être dire que tu n'as pas assez de données pour capturer une différence, en fait. S'il y avait, pour capturer un effet, s'il y avait un effet, en fait. Donc, c'est pourquoi même, quand j'ai parlé un peu ici d'estimer la taille, là. Il dit que ça sera un sujet où on peut revenir prochainement. Ce point où on parle d'estimer la taille de l'échantillon parce que c'est très délicat, en fait. C'est très délicat. Voilà, parce que l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence, en fait. C'est une chose, il y a une erreur qui est commise beaucoup en statistique. On prend l'absence de l'évidence pour montrer l'évidence de l'absence, en fait. Mais l'absence de l'évidence peut être juste parce qu'on n'a pas assez de données. Absence d'évidence, mais ça ne veut pas dire qu'on a prouvé qu'il y a une absence, en fait. Exactement. Donc, c'est la concerne, en fait, que les gens sont en train de lever sur ton étude, par exemple, qui est là. Maintenant, si tu veux dire, par exemple, il y a beaucoup de variables, pour régler ce problème, je vais prendre peut-être trois variables seulement. Tu peux diviser les variables, au lieu de 10 variables, 12 variables,
tu peux faire des subsets, en fait. Tu fais un modèle avec 3 variables. Genre, tu fais la rotation, genre comme on appelle ça, une variance, c'est pas une variation, on appelle ça comment encore? Une permutation, c'est pas cette permutation, mais tu fais une différente combinaison, voilà, de variables. Par exemple, tu fais l'âge, le sexe, l'éducation. Après, tu peux faire l'âge, le sexe, l'ethnie. Genre, tu fais des différentes combinaisons de 3, en fait, pour permettre assez de variance dans... C'est ça. Exactement, pour permettre assez de variance, en fait. Donc, je pense que c'est la solution qui va être donnée. Mais en faisant ça aussi, vu que tu es en train de faire beaucoup de tests, en fait, il y a un problème. Le problème, c'est que il y a ce qu'on appelle le type 1 error. Vu que tu fais beaucoup de tests, en fait, au lieu de prendre ton seuil de significance à 0,05, comme c'est de coutume, tu dois diviser maintenant ton 0,05 par le nombre de tests que tu vas faire, en fait. Si tu fais peut-être 10 modèles de régression multinomiale, tu vas diviser, ton seuil ne sera plus 0,05, ça sera 0,005. Parce que quand tu fais beaucoup de tests, en fait, tu augmentes l'erreur, en fait. Si tu fais 5% d'erreur pour chaque test, en fait, ça devient beaucoup, en fait. Donc, tu dois diviser par le nombre de tests que tu fais. Et ça, c'est une erreur que même plusieurs personnes commettent sans le savoir, en fait. C'est-à-dire, pour chaque test, quand tu prends le seuil de signification à 5%, c'est-à-dire, tu te dis que tu te donnes 5% de chance d'être faux, en fait. Mais si tu fais 10 tests, que tu gardes les 5%, c'est-à-dire, tu auras 5% dans chaque test, en fait. Et ça affecte beaucoup ta conduite. Donc, parce que tu as fait 10 tests ou peu importe le nombre de tests, tu vas diviser ton seuil de significance par le nombre de tests que tu fais, en fait. Comme ça, à la fin, tu peux toujours, à la fin, ça sera toujours 5% d'erreur que tu t'es donné, en fait. Yeah. Ouais, je vois. Et je ne sais pas si ça aide un peu. Oui, je vois. Je vois. En tout cas, vraiment, merci. Il n'y a pas de souci. Okay. Yeah. D'autres questions? D'autres questions? Ça va, de questions, je vais profiter pour faire une annonce rapide. Je pense que qui pourrait intéresser plusieurs. Et donc, comme j'ai dit hier dans le message, on est en train de mettre sur pied un lab, un groupe de 7 actuellement, je pense, hein, ils sont 7. Certains sont parmi nous-mêmes, ils sont connectés parmi nous. Je viens de voir mon message, ce que j'avais dit. Et essaient de se connecter parmi nous. Donc, un projet qu'on est en train de faire pour promouvoir, le but, ça sera de promouvoir la recherche au sein des doctorants ou même au sein des doctorants en Côte d'Ivoire. Donc, on organise bientôt, hein, les dates sont pas communiquées. Donc, c'est, comme on appelle, un spoiler alert, comme on le dit. Genre, c'est une annonce avant même le temps. On va prendre le temps et quand en début d'année prochaine, par la grâce de Dieu, on va commencer à faire l'annonce même au plus grand public et tout. Mais c'est de mettre sur pied, mais c'est de commencer une première édition de ce qu'on appelle Research Expo, une exposition de recherche où on va permettre, bon, ça sera sélectif, c'est clair, mais l'idée, c'est que on va donner la possibilité à chaque doctorant qui veut participer de, de soumettre une application, et c'est gratuit, bien entendu. Il y a de soumettre une application, et je pense qu'il aura aussi également un guideline, il aura un guide, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que doit être contenu dans l'application, en fait. Ok, désolé, je lisais le commentaire. Je vais revenir à ta question tout à l'heure, Audrey. Voilà, donc, je disais, voilà, donc, on va donner un guide, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être contenu dans l'application, en fait. Ce sera disponible, chacun pourra suivre ce guide, mais comme le but, c'est de promouvoir la recherche. Donc, chacun, dans l'application, en fait, consistera peut-être à 2 pages d'un résumé, d'un proposal, en fait, d'un proposal d'une recherche, en fait, et il y aura des guidelines, en fait, que cela doit suivre, en fait. Donc, ça dit, tous ceux qui aimeraient participer vont soumettre ça et, et il y aura une sélection, en fait. Je pense que pour la première édition, on va sélectionner 10 personnes et ce sera une présentation d'environ 10 minutes et tout. Ce sera une présentation d'environ 10 minutes et ouais, désolé, je cherche un document ici. OK, voilà, c'est une présentation d'environ 10 minutes, en fait. Et ça sera ouvert à tout le monde. Donc, ça sera sélectif, en fait. Voilà, ceux qui vont... Il y aura un guide, en fait. C'est-à-dire, ça sera une sélection qui sera faite... Ça sera objectif, en fait. Ça ne sera pas subjectif, c'est clair. Vu qu'il y aura un guide qui sera communiqué à tout le monde,
C'est-à-dire un guide, qu'est-ce qui doit être contenu dans l'application dans un premier temps, et puis un guide aussi qui va montrer comment est-ce que on va, on va sélectionner en fait. Ça sera vraiment objectif, pas subjectif. Voilà et tout. Et donc, ça sera peut-être dans le courant de mai. On va commencer les publicités très bientôt et tout. Mais il y aura des prix en fait pour les 3 places en fait. Il y aura des prix pour les 3 places, des prix en espèces. Je pense, hein, il y aura des prix en espèces. Je sais pas, je pense, il y aura des prix en espèces, voilà. Je pense qu'on est en train de voir, en train de décider en fait sur le montant en espèces, mais un autre prix qui va même au-delà du montant en espèces, vu qu'on, comme je dis, on a un lab, comme on a sur pied de consultation également, mais ceux qui seront sélectionnés, en fait, les 3 premiers, non seulement ils auront un prix en espèces, mais ils auront aussi une année de consultation gratuite auprès de notre groupe, de nos consultants également. C'est-à-dire toutes sortes d'analyses, que ce soit dans le volet académique, même en entreprise, toutes sortes de questions. Ce sera une année gratuite de consultation. Voilà voilà, ce sera ça. Et aussi, une autre annonce aussi, c'est que on va aussi mettre très bientôt, on va parler de tout ça. On va faire des affiches également. Voilà, où on va aborder des masterclass sur Data-Driven Decision. C'est des décisions qui sont basées sur les données, en fait. Je pense que c'est beaucoup applicable, que ce soit dans le domaine académique ou même dans le domaine d'entreprise, en fait. Donc, on va parler de tout ça également. Donc, c'est juste un spoiler alert. Voilà. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de partager, ce sera prêt en début d'année à tous. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais répondre rapidement à la question d'Audrey et puis donner la place je pense qu'il y a Goibi qui a levé sa main pour une question. Audrey dit, je n'ai pas compris le fait de réaliser différents tests avec des groupes de variables, comment identifier les variables indépendantes et à choisir. OK, donc l'idée, en fait, je suppose que si tu reviens un peu sur la question que Samuel a posée, je suppose. Donc, l'idée de réaliser des différents tests, en fait, c'est parce que il a 120 observations, en fait, et 120 observations, mais un groupe a 13 en fait. Et 13, il n'y a pas assez de variabilité. Si tu penses au thème des variables, supposons que il, il a donné beaucoup de variables. Je me dis, bon, selon les variables qu'il a données, en fait, je n'ai pas écrit tout, mais ça fait environ 10 variables comme ça que j'ai entendu. Âge, sexe, éducation, ethnie, religion, income, salaire, quartier, etc. Donc, on a 13 individus. On a 13 individus et puis supposons qu'on a 10 variables. On va voir que si on peut faire la combinaison de ces 13 variables-là, chaque ligne sera unique en fait, n'est-ce pas? Chaque ligne sera unique parce que l'âge est différent déjà. Le fait que l'âge est différent, mais les gens peuvent avoir le même âge. Mais si c'est un sample, l'âge sera peut-être, c'est un sample aléatoire, l'âge sera peut-être différent. C'est-à-dire chaque ligne a une seule option en fait. Il n'y a pas de réplication en fait. Donc, il n'y a pas assez de... On peut pas... C'est-à-dire, c'est comme si chaque ligne est unique en fait. C'est-à-dire, et donc, on paie assez d'informations en termes de comment est-ce que la variabilité, en fait, va affecter, en fait, disons, la variable, puisque chaque ligne est unique. C'est pas répété, en fait, à cause du nombre qui est petit. En fait, c'est-à-dire, on a assez de variables que de nombre de participants dans le groupe, en fait. Donc, ça limite un peu la conclusion. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'effet, en fait, c'est juste parce que il n'y a pas de, il y a pas de répétition, en fait. C'est juste une ligne unique, en fait. N'est-ce pas? Un exemple simple. Si je te vois un exemple vraiment pratique auquel on pourra tous, on pourra comprendre facilement. Voilà. Il donne un exemple simple, hein. J'ai visité un ami il y a 3 ans. Il y a 3 ans en arrière, peut-être 4 ans. Il a visité un ami et avant ça, on échange souvent. Il me dit, oh, il va faire le sport, chaque jour, il va faire le sport, n'est-ce pas? Il va faire le sport chaque jour. C'est une information et puis bon, pas de souci. Mais j'ai visité cet ami pour 2 semaines. Et en 2 semaines, il n'a pas parti faire le sport une fois, en fait, n'est-ce pas? Il n'a pas parti faire le sport du tout, en fait. Et donc, moi, la question, en tant que statisticien, par exemple, la question que je me pose, bon, quelle est la probabilité que tu vas faire le sport chaque jour si en 2 semaines même, tu n'es pas parti une fois, en fait? Et on peut se dire, bon, parce que je suis parti visiter, donc il voulait être un bon hôte, voilà, et donc, et tout, mais il vaquait à d'autres occupations quand même. Donc, il y a une question, en fait. Est-ce que réellement tu veux? Donc, il n'y a pas de prévalence, en fait,
du fait il va au sport, en fait. Et c'est la même chose lorsque on a une seule ligne d'observation. En fait, il n'y a pas de prévalence d'un cas, en fait. C'est-à-dire, on a une personne unique, âge, sexe, éducation, c'est unique pour chaque ligne, en fait. Donc, il n'y a pas de prévalence. Donc, même s'il y avait une différence, on ne peut pas capturer ça, en fait, parce qu'il n'y a pas de prévalence, en fait. Donc, même si mon ami, par exemple, partait faire le sport, il ne peut pas conclure ça, en fait, parce que en 2 semaines, il n'a pas battu une fois, en fait. Donc, c'est un événement qui est rare, en fait, qui n'arrive pas comme ça, en fait, on ne peut pas prédire, en fait. C'est la même chose. Lorsque tu as 10 variables, tu as seulement 13 observations, la probabilité qu'il y a une répétition pour chaque ligne, c'est peu, en fait. Parce que même, on est 6, par exemple. On est combien? On est 7 actuellement. Si on veut prendre ces mêmes variables qu'il a citées là, on sera différent en fait. Mes données seront différentes des données de Samuel lui-même, de Audrey, etc. Parce que peut-être l'âge est différent, le sexe est différent, l'éducation est différente, le niveau d'éducation est différent, l'ethnie est différente d'ailleurs. Donc, chaque point sera unique en fait. Donc, on ne peut pas, même s'il y a une différence, on ne va pas observer en fait, parce que ça arrive seulement une fois en fait. Donc, c'est l'idée qui est là en fait. Voilà pourquoi si on réduit les variables, si on a seulement 3 variables, par exemple, si on veut prendre l'âge, le sexe et puis le niveau d'éducation, il y a une grande probabilité que parmi nous ici, les 7 qu'on est là, il y a des personnes qui ont les mêmes informations ici, âge, sexe et puis niveau d'éducation en fait. Déjà, on peut voir que la majorité sera doctorant dans le même niveau d'éducation, par exemple, le master, le sexe des hommes, l'âge aussi, la probabilité que 2 personnes aient le même âge ici, c'est élevé également. Donc, voilà pourquoi il faut réduire, en fait, pour qu'on ait plus de répétitions, en fait, afin de capturer la différence. Je ne sais pas si c'est clair. OK, il n'y a pas de souci. Donc, on passe à la question de Goebi. D'accord, merci beaucoup. Là, tu faisais une présentation concernant mon labs. Ce Exactement. que je n'ai pas compris, c'est que tu as parlé d'application, tu as dit la chance sera donnée à un certain nombre de personnes de présenter leur application. Bon, il n'y a pas Oh non, trop non, bien. tout le monde peut présenter son application, mais 10 personnes seulement seront sélectionnées. Ah, ok, oui, oh, d'accord. Yeah, Maintenant, yeah, en mais, fait, yeah. Mhm. là, ce que je ne comprends pas, c'est la notion d'application. Oh, peut-être si tu es un mot anglais et puis j'essaie de traduire en français littéralement. Donc ça, chacun pourra postuler, c'est ce qu'il veut dire. Ah, ok. Yeah, yeah, Chacun pourra désolé. Yeah, yeah. présenter en quelque sorte son projet ou... Exactement. Chacun pourra postuler en présentant son projet, mais c'est Ah, seulement 10 projets qui seront sélectionnés et c'est eux qui vont présenter le travail final, quoi, sur ouais. la plateforme. Yeah, D'accord, ça compris. Ça, c'est bien yeah, dit. yeah. Ok, merci. Donc, on aura une annonce yeah, qui va commencer à partir de début d'année, par la grâce de Dieu. Ok, super. Yeah. Je ne sais pas s'il y a une ou deux autres questions avant qu'on ne sait pas. Je pense qu'il est bientôt 18 au pays et pas prendre assez du temps de chacun. Et l'enregistrement aussi sera disponible. Dès que c'est prêt, je vais mettre le lien également dans le groupe pour ceux qui sont dans le groupe. Et puis, Est-ce qu'on peut toujours, bon, peut-être que là, comme tu as dit, c'est en début d'année prochaine. mhm. Je ne sais pas si on peut toujours avoir un peu plus euh, de notions sur le truc, parce que je ne sais pas si c'est ouvert à tous les domaines Concernant ce programme qu'on de va mettre sur l'apps. Oui, oui, oui. OK, ça sera ouvert à tous les domaines en fait. Voilà pourquoi on va mettre une rubrique. Ça dit peu importe le domaine, mais il y a des Ouais. rubriques en fait, par exemple, la méthodologie. D'être là, on va y mettre une rubrique en fait, en telle enseigne que même quelqu'un qui est en train de faire son doctorat en linguistique, par exemple, peut présenter en fait. Donc, il y Ah, aura une d'accord. rubrique qui sera disponible et comme ça, on veut que ce soit vraiment objectif en fait, pas subjectif. C'est pas que ceux qui sont en sciences seulement, bien en ingénierie seulement seront sélectionnés en fait. Mais dans le domaine de chacun, en fait, c'est-à-dire la rigueur dans ce qui sera présenté, en fait, c'est ce qui va compter plus que même le domaine, en fait. Yeah. D'accord, là, c'est bon. Mhm. Merci. Il n'y a pas de souci. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est tout ce qu'il y avait prévu. Donc, le groupe WhatsApp est toujours là, hein. Donc, s'il y a des questions, même au-delà de ça, si même vous avez des questions lorsque vous faites des analyses dans les mois à venir, dans les jours à venir, voilà, on peut toujours
voilà, échanger. Puis bon, si vous avez aussi d'autres idées ou même d'autres questions, en fait, en fonction de la demande aussi, on peut toujours avoir ces workshops-là pour aborder d'autres sujets. Même chose sur que je vais revenir, c'est pas quand, mais je vais vous communiquer la date, c'est la taille de l'échantillon, en fait. Je pense que c'est très important. Surtout si on veut capturer une différence, en fait, dans les analyses. Comme l'exemple que Samuel a donné, je pense que c'est un sujet très important. Parce que l'une des erreurs, comme il disait, c'est l'absence d'évidence qu'on prend pour être l'évidence de l'absence, en fait. Donc, il va essayer de trouver une date. Comme actuellement, c'est vers la fin de l'année, donc souvent, c'est difficile de trouver une date, mais je vais essayer de voir une date et puis on pourra aborder ce sujet-là. Je pense que ça va aider beaucoup. Et donc, Samuel dit n'est pas dans le groupe. Je vais voir si je peux mettre le lien dans la discussion maintenant. Un instant. Et donc, sinon, à part ça, il y a même le lien du groupe WhatsApp pour que Samuel puisse joindre. Mais à part ça, je pense on a terminé. Merci à tous vraiment d'être venus. Je pense que ça encourage, voilà, lorsque il y a de l'intérêt et tout. Donc, je pense qu'on on va continuer et avec d'autres thématiques. Mais ce qui me vient à l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la taille de l'échantillon. Il va trouver une date et puis vous communiquer. Et je suppose je suppose hein, que à l'approche des fêtes, chacun plus ou moins sera occupé. Donc, ça sera peut-être soit, si c'est pas avant mi-décembre, ça sera peut-être en début d'année. Voilà. Vu qu'il sait que certains peut-être ont des plans pour la fin de l'année, peut-être des voyages et tout. Donc, on va pas essayer d'encombrer. Donc, si ça sera soit avant le 15 décembre ou en début d'année. Donc, merci encore et puis bonne soirée à tous.